Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, c'est parti pour la campagne de grainage du coton. Le premier camion a été mis en route par le PDG de la CMDT à l'usine 1 de Koutiala. Noum Sissoko nous en parlera. Après la phase sensibilisation, l'opération de relocalisation des marchés à bétail de Bamako a démarré ce week-end. Premier marché, celui de Lafia Boubou Koda en commune 4 du district de Bamako. Daouda Kone nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, certains le préfèrent court, voire long, avec le lait ou pas, quel que soit le goût, il est très prisé par certaines personnes. Il s'agit du café. Aliou Abdoulaye Touré nous dira les bienfaits et les inconvénients du café. Hors du Mali, en Tunisie, le président sortant Kais Saïd a été réélu à la tête du pays avec plus de 80% des voix hier lors de l'élection présidentielle selon les résultats provisoires. Oui, entre l'Algérie et la France, ce qui a conduit le président algérien Abdelmadjid Tebboune à reporter sa visite en France. Jour pour jour que débutait le conflit Israël-Hamas, plus de 1200 morts côté israélien et 42 000 côté palestinien avec des millions de déplacés et un conflit qui s'élargit à l'Iran et au Liban. En sport, le Djoliba, c'est en Ligue des Champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération, désormais fixés sur leur sort après le tirage au sort des phases de poule. En Ligue des Champions, le Djoliba sera avec l'Espérance sportive de Tunisie, Pyramide d'Égypte, Sagrada Esperanza d'Angola. Quant au Stade malien de Bamako, il sera avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, Stélène d'Afrique du Sud et Lunda d'Angola. Le point de l'actualité sportive, ce sera avec Fotigi Tunkara en direct en fin de journal. Voilà pour le sommaire dans un instant. Les détails. Lundi 7 octobre 2024, tout d'abord, retenez que la traditionnelle montée de couleurs a eu lieu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition entouré de ses collaborateurs. Idem également à la primature où le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé la cérémonie entouré également de ses collaborateurs. Ils ont entonné l'hymne national. La montée des couleurs vise à entretenir une cohésion et promouvoir la paix, la stabilité et l'amour de la patrie. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a profité de la montée des couleurs pour remettre les galops à 4 officiers du cabinet de défense de la primature qui viennent d'être promus. Une occasion pour lui de rendre hommage aux forces armées et de sécurité pour le travail au quotidien. C'est ce que nous signale Mamari Kone Aliou Touré de la presse de la primature. Je le disais dans les titres, les grainages du coton au titre de la nouvelle campagne cotonnière a démarré. Le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a suivi la sortie de la première balle ce week-end à l'usine 1 de Koutiala. Le PDG a ensuite effectué une visite dans la parcelle d'expérimentation à Banyangara 2, non loin de la ville de Koutiala. Cette expérimentation vise l'amélioration de la productivité sur les sols excessivement pauvres. Envoyés spéciaux à Koutiala, Noum Sissoko et Omar Katraoui. La nouvelle campagne d'égrainage de coton a démarré dans la filiale nord-est de la CMDT. Le président directeur général a assisté ce week-end à la sortie de la première balle de coton à l'usine 1 de Koutiala. Il a rencontré les agents et les producteurs pour dévoiler les nouvelles orientations de la structure. Mamadou Moustapha Diarra, PDG de la CMDT. C'est un moment fort pour lancer un message à l'ensemble des acteurs de la chaîne de transformation du coton, notamment de l'égrainage. Un autre point, c'est à l'endroit des industriels eux-mêmes, les travailleurs des usines et les gestionnaires de ces usines-là, pour pouvoir assurer une cadence optimale afin de produire du coton de qualité à un coût abordable et des pertes de qualité des balles que nous produisons dans nos usines afin que l'on puisse réaliser les ventes et avoir les revenus souhaités. Tidjani Dieng, chef de l'usine 1 de Koutiala. Le coton qui est venu fait 1 tonne 580, il est venu du secteur de Karangana et de l'OP de Béressou. C'est la production de cette année. Le PDG de la CMDT s'est ensuite rendu dans une parcelle d'expérimentation située à Bandiagara 2, non loin de la ville de Koutiala.
Il s'agissait pour lui de s'enquérir de l'état des lieux de cette expérimentation, initiée dans le cadre d'une coopération Sud-Sud Mali-Brésil pour le maintien du potentiel productif des sols en zone cotonnière. Ici également, le PDG s'est entretenu avec les producteurs. Mamadou Moustapha Diarra. Il y a des essais qui sont installés, notamment des essais sur la fertilisation. C'est des blocs de fichiers qui sont installés avec 5 traitements, dont un des traitements s'est distingué énormément, à savoir traitement à la dolomie, à la chaux agricole, et plus l'utilisation d'IAP lors de la semis, et aussi avec l'ajout de complexes sans le phosphore, permet d'avoir sur des sols très pauvres des rendements à hauteur de 1 tonne 100. Au terme de ces activités, le PDG de la CMDT a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la capitale de l'or blanc. Parlons à présent élevage, puisque agriculture et élevage riment ensemble quelques jours après la prise de la décision de fermeture des parcs à bétail de Bamako pour plus de sécurisation de la capitale par le gouvernement. L'opération de déménagement a démarré ce week-end et ces opérations ont débuté après la phase de la sensibilisation. L'objectif est de contribuer au renforcement des mesures de sécurité dans la capitale malienne. Comment ces opérations se déroulent? Première étape, le marché à bétail de Lafiabougou-Koda, une étape suivie par Daouda Koumi. Prise le 19 septembre 2024, la décision de fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako commence à entrer dans sa phase active. Cela après des missions de sensibilisation effectuées par le département en charge de l'élevage et de la pêche. Le site de Lafiabougou-Koda est le premier à être déplacé. Mamoudou Diallo, président de l'interprofession filière bétail-viande. Nous avons compris les préoccupations de notre gouvernement, qui est la question sécuritaire, qui est d'utilité nationale. Donc nous nous plions à la décision du gouvernement, même s'il y a eu quelques petits couacs d'incompréhension, c'est tout à fait normal. Malgré la prise de décision pour la fermeture des marchés à bétail, certains occupants sont toujours sur place sous prétexte qu'il n'est pas facile d'abandonner les lieux habituels. Ainsi, contrairement aux gens de Lafiabougou-Koda dont le déplacement est effectif, les occupants des parcs à bétail de Sanfil et de Niamana n'ont pas bougé d'un iota. Soaibou Togo, vendeur au parc à bétail de Niamana. On est là pour le moment. Le déplacement est certes programmé, mais nous demandons aux autorités de continuer la sensibilisation, car ce parc est sollicité et le site proposé ne nous convient pas. Djakalia Ouattara, directeur national des productions et des industries animales du Mali. Le gouvernement a mis à la disposition des marchands de bétail 10 autrement pour les permettre d'évacuer dans de bonnes conditions les animaux. Et cela a été fait. Et les grilles ont passé pour déblayer, pour araser le site afin qu'il n'y ait plus de récidives. L'opération va se poursuivre dans les autres sites, mais on attend d'abord de sécuriser le site de Lafiabougou-Koda avant de programmer les 2 autres sites. Pour rappel, à Cathédrale, 57 hectares sont mis à la disposition des déguerpis. Ces déguerpis disposent aussi de 20 hectares dans le village de Kabé, dans la commune de Sanankoroba, et 33 à Zantikila. Après les animaux, parlons à présent de notre dossier de ce lundi qui s'intéresse à l'une des boissons les plus consommées au monde. Il s'agit bien du café. Cette boisson est sollicitée par toutes les couches, à savoir les jeunes, les fonctionnaires, les cultivateurs, les chauffeurs, les journalistes, les apprentis. Beaucoup de personnes âgées aussi sont des fans de café. C'est un stimulant qui permet à son consommateur, pour beaucoup d'entre eux, de maintenir la forme, mais aussi beaucoup d'énergie. Mais attention, les spécialistes recommandent une modération car il est riche en nutriments et aide à prévenir certaines maladies cardiovasculaires comme le diabète de type 2. Les bienfaits et les inconvénients du café noir, c'est avec Aliou Abdoulaye Touré. Entre Modibo Koli Keïta et le café, c'est une histoire d'amour. Son affection pour cette boisson a commencé depuis l'école primaire. Depuis étant tout jeune, j'avais un papa et souvent lui il prenait beaucoup de café, des graines de café qu'il fallait moudre. Au réveil, pour me sentir directement réveillé, je prends une tasse de café. Avant d'aller au lit, je prends une tasse de café. Alpha Koulibaly est économiste. Le café est devenu son principal allié. Le café, c'est devenu comme une seconde partie. Ma journée commence par ça et ça m'accompagne toute la journée. Modibo Gaston Traoré, lui, estime que le café renferme d'autres vertus très avantageuses. Moi, je prends le café, ça fait presque 40 ans. Cette année, ça me fait 62 ans.
Le café, quand je le prends, non seulement ça nettoie mes reins, puis ça facilite ma digestion. Si le café est un stimulant pour Modibo Kouli Keïta, il le consomme pour une raison toute particulière, comme il nous l'explique. J'ai été victime d'un infarctus en 2015, mais c'est grâce au café. C'est-à-dire, il y avait eu un problème de cœur, mais heureusement, comme je consommais du café, le cœur s'est défendu. À Wolofobougou, en commune 3, la cafétéria de Soumela Sissé est devenue une adresse très convoitée par les amateurs du café noir. Depuis 2006, il excelle dans ce domaine. La préférence, c'est le café noir, en réalité. La tranche d'âge, c'est entre 18 jusqu'à 70 ans. Le café est une boisson au goût un peu amer, mais un bon remontant. Il est surtout consommé en tant que stimulant, comme nous l'explique le Dr Bakayugo Fatoumata Konaté, nutritionniste. Il y a des études qui l'ont montré que quelqu'un qui consomme régulièrement du café, surtout le café naturel sans sucre ou sans édulcorant, ça peut vraiment réduire tout ce qui est un risque maladie cardiovasculaire. Donc ça permet de protéger un peu le cœur. Il y a des études aussi qui ont montré qu'il y a certains cancers concernant la survenue du cancer de la prostate. Ça peut aussi amener sur certains cancers de la peau. Ça peut éviter ça comme les mélanomes. Donc ça peut réduire. En consommant du café, on a aussi cette diminution des risques de cancer. Il y a même d'autres études qui ont montré, comme par rapport au diabète, à la survenue du diabète de type 2, qui peut aussi, en consommant du café, peut réduire aussi ce risque d'avoir le diabète de type 2. Comme tout nutriment, le café aussi doit être consommé en tenant compte des besoins et de la quantité requise. En moyenne, on peut le dire qu'une tasse suffit, mais il y a aussi la période de consommation du café. Par exemple, il y a certains, dès le réveil, ils le prennent. Les études ont montré que ça peut jouer sur le pic glycémique, donc de préférence, c'est mieux de le prendre un peu plus tard. Il y en a d'autres qui prennent après les repas. Donc au moins 1 à 2 tasses dans la journée est assez recommandé. Mais au-delà de ça, ça peut créer des problèmes comme des insomnies, ça peut créer des problèmes comme des douleurs gastriques ou des reflux gastriques. Et même, ça peut aussi créer des maux de tête chez certains. Donc, ça a des avantages, mais aussi ça peut avoir des inconvénients sur la santé. Si le café est bénéfique pour le corps, bien pour la santé, il est toutefois important de ne pas trop en abuser. 13h12, actualité hors du Mali, en Algérie. Le président Abdelmajid Tebboune a décidé d'annuler sa visite en France. Cette annonce a été faite lors d'une interview télévisée. Le président algérien accuse la France d'avoir soutenu le plan marocain pour le Sahara occidental et d'avoir commis un génocide lors de la colonisation. En Tunisie, le président sortant Kais Saïed est réélu à la tête du pays pour un second mandat avec 89,2% des voix selon les résultats provisoires. L'annonce a été faite sur la télévision nationale. Le président Kais Saïed rempile pour un deuxième mandat de suite. Le taux de participation est de 27%, alors qu'en 2019, ce taux était de 49%. Au Mozambique, 5,3 millions d'électeurs sont appelés mercredi prochain dans les urnes dans le cadre des élections générales. Le président sortant, Philippe Nyusi, ne briguera pas un troisième mandat comme le prévoit la Constitution. 4 candidats sont en liste, dont Daniel Chapo du parti au pouvoir et son principal élément, Ousou Nomadé du parti La Renamo. La campagne pour ces élections générales au Mozambique a pris fin hier. À présent, parlons du Proche-Orient où un an jour pour jour, 7 octobre 2023, 7 octobre 2024, un an de guerre à Gaza. Nous revenons sur ces événements qui ont laissé le monde sans voix. Il y a un an juste, le Hamas a lancé des attaques contre Israël faisant plus de 1200 morts. Israël, de son côté, a riposté, causant la mort de près de 42 000 personnes selon les chiffres du Hamas, avec des millions de disparus et de déplacés. Mais ce conflit s'est également élargi à l'Iran et au Liban. Israël a commémoré ce lundi le premier anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre, un an de guerre au Proche-Orient. C'est avec Souma Waïdara. Lors de cette commémoration, le président israélien Isaac Herzog a appelé ce lundi le monde, je cite, à soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis. Il y a un an, jour pour jour, une organisation palestinienne Hamas a pénétré sur le territoire israélien pour y perpétrer des massacres contre des kibbouts et sur le lieu d'un festival de musique électronique. Cet assaut a fait plus de 1200 morts selon Israël. Les assaillants sont repartis avec des centaines d'otages, dont certains sont toujours retenus dans les tunnels souterrains de la bande de Gaza. Nous sommes
obligés de ramener les otages, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au jour du premier anniversaire des attaques du 7 octobre. La riposte de l'État hébreu a été rapide et terrible. La bande de Gaza est depuis un an la cible de bombardements incessants et d'opérations terrestres, tuant près de 42 000 personnes, annonce un nouveau bilan donné par le ministère de la Santé du Hamas. En dépit des nombreuses tentatives, un seul accord de cessez-le-feu a été conclu en novembre 2023. Il a permis la libération de 86 otages israéliens, 240 prisonniers palestiniens et 24 otages d'origine étrangère. La trêve humanitaire de 6 jours a permis d'acheminer des fournitures humanitaires dans la bande de Gaza. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été également tué en fin juillet dans une frappe attribuée à Israël à Téhéran, en Iran. Fin septembre, Israël a étendu le conflit au Liban, ciblant cette fois-ci les Hezbollah en assassinant son chef, Hassan Nasrallah, à Beyrouth le 27 septembre dernier. Ces assauts menés par Israël sur le Liban ont causé la mort de centaines de personnes. Ce week-end, le président de la République française Emmanuel Macron a affirmé sur France Inter que la priorité est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes à Israël pour mener les combats sur Gaza. Ces propos ont été qualifiés par Benjamin Netanyahou de honteux. Ousmane Daou, malgré un bilan humain terrifiant, aucun signe de trêve n'est en vue entre Israël et le Hamas palestinien. Non loin du Proche-Orient, nous allons nous rendre en Chine pour parler de la province de Shanxi à l'ouest du pays, où le musée des statues, guerriers et chevaux en terre cuite accueille, tenez-vous bien, plus de 10 000 à 20 000 visiteurs par jour et déjà 270 chefs d'État y se sont rendus. Cette 8e merveille du monde est considérée comme l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Ce soldats et chevaux en terre cuite servait à garder le premier empereur de la Chine dans l'au-delà, selon l'histoire racontée. Immersion dans un symbole de la civilisation chinoise avec notre envoyé spécial à Shanxi, Brahma Traoré. Une matinée de visite d'un symbole de l'histoire de la Chine, le musée des statues des guerriers et chevaux en terre cuite. À l'entrée du bâtiment nous attend Zhang Xiao, l'une des guides du musée. Sur ses pas, on découvre cette armée fabriquée à main et forte de près de 8000 soldats et de chevaux en terre cuite. Elle représente, selon notre guide, les troupes de Shi Huangdi de Qin, le premier empereur de Chine. Dans les allées du musée, difficile de se frayer un chemin. Il accueille 10 000 à 20 000 visiteurs par jour, des nationaux et des étrangers. Une visite qui ressemble à un voyage pour vivre le passé au présent. Ici, on dénombre 3 forces. La première contient l'infanterie, la deuxième représente un campement abritant des chars. Dans la troisième force, on retrouve des hauts responsables de cette armée en terre cuite. C'est un agriculteur local qui a découvert cette armée en terre cuite en 1974. Elle devait protéger l'empereur Shi Huangdi de Qin dans l'au-delà, selon l'histoire racontée. Le site est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Ce pan important de la civilisation chinoise est classé par le Conseil d'État comme l'une des premières unités de protection des patrimoines culturels nationaux par l'UNESCO comme un patrimoine mondial de la Chine. Au sortir de ce haut lieu du génie chinois, Rija Rambiola et Tandy Gahi, tous les deux journalistes, partagent les mêmes sentiments. Aujourd'hui, je découvre vraiment une merveille. C'est vraiment un patrimoine. C'est intéressant. La Chine a une histoire à partager. Tout ça, ça démontre la richesse culturelle de la Chine. Après la Grande Muraille, il y a ces 3 fosses-là sur les soldats qui ont été construits en terre cuite. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est la construction qui, dans ce musée, c'est avec les nouvelles technologies et tout ça. Au cours des 40 dernières années, cette 8e merveille du monde a accueilli plus de 270 chefs d'État et de gouvernements étrangers, ainsi que plus de 100 millions d'autres visiteurs, selon ses responsables. Sian Brahma Traoré pour l'ORTM. Mais dans un instant, il sera là pour nous parler de sport.
Voilà, à 13h passées de 20 minutes, nous accueillons celui que j'appelle affectueusement tous les lundis, Dougoutigeba Fotigi. Bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous et bonjour à tous. L'actualité pour nos clubs, c'est bien sûr le tirage des poules des deux compétitions majeures, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération qui vient d'être effectuée. Oui, absolument. Et les représentants maliens, le Stade Malien de Bamako en Coupe de la Confédération et le Djilba AC en Ligue des Champions sont désormais fixés sur leur sort. Effectué ce matin au siège de la CAF au Caire en Égypte, le tirage au sort a mis le Stade Malien de Bamako dans le groupe B de la Coupe de la Confédération en compagnie donc de la Renaissance sportive de Berkane, de Stellenbosch d'Afrique du Sud et de CD Lunda d'Angola. L'entraîneur du Stade Malien de Bamako estime que le tirage est certes compliqué, mais la poule reste jouable. Voici la réaction à chaud de Mamtou Kanemourle que nous venons de joindre au téléphone juste après. C'est un tirage très compliqué, une poule très difficile. Je pense que c'est une poule jouable également. Il ne faut pas accélérer, mais le football, c'est le football. Je suis sûr et certain, si on arrive à faire une bonne préparation, avec une bonne mentalité qui est actuellement, et que les joueurs n'ont pas de soucis, de problèmes, et que les responsables jouent leur rôle, les supporters jouent leur rôle, je pense que cette poule, le Stade peut s'en sortir, Inch'Allah. Voilà, Mamtou Kane Mourle, entraîneur du Stade Malien de Bamako. S'agissant des autres poules, on retrouve dans le groupe A Simba SC de Tanzanie, CX Sfaxien de Tunisie, CS Constantine d'Algérie et FC Bravos d'Angola. Le groupe C est composé de l'SM Alger, de l'ASEC Mimouza de Côte d'Ivoire, Jaraf du Sénégal et Orapa United du Botswana. Le groupe D est constitué du Zamalek d'Égypte, d'Al-Masri d'Égypte, Nimba du Nigeria et Black Bulls du Mozambique. À présent, en Ligue des Champions, le Djilba AC est logé dans le groupe D en compagnie de l'Espérance sportive de Tunisie, le Pyramide FC d'Égypte et GD Sagrada Espérance d'Angola. L'entraîneur du Djilba AC pense que son équipe a ses chances sous ses pieds. Voici la réaction à chaud de Demba Mamadou Traoré Goldjora que nous venons de joindre après le tirage. Moi, je dirais que c'était un groupe relevé, parce que la Ligue des Champions, c'était notre niveau, c'était un niveau supérieur qui va demander beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de concentration. Donc, à nous de savoir travailler, de se donner la main, de savoir fixer nos objectifs. Donc, après, on verra le reste. Moi, je dirais qu'on a nos sens entre nos mains, on a nos sens entre nos mains, sous nos pieds. À nous de saisir la sens, de travailler main, dans la même direction. Voilà, Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djilba AC. En ce qui concerne les autres poules, on retrouve dans le groupe A le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, Young African de Tanzanie, Al Hilal du Soudan et Moulia Club d'Alger. Le groupe B regroupe Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Raja de Casablanca du Maroc, AS FAR du Maroc également et Manima de la République démocratique du Congo. Le groupe C comprend Al Ahly d'Égypte, le CR Belouizdad d'Algérie, Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Le démarrage de la phase de groupe de la Ligue des Champions est prévu les 26 et 27 novembre prochains. Ousmane. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à nos deux représentants, le Djilba AC et le Stade Malien de Bamako, avant le démarrage de la phase de poule. Notre sélection nationale cadette est en pleine préparation en vue des éliminatoires du tournoi UFOA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Hier, la sélection cadette a battu le Racing Club du Mali. Le score sans appel de 8-0. Absolument, en amical de préparation pour le tournoi zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football. Pour la qualification à la CAN U17, les Aigles cadets du Mali ont étrié les Racing Club du Mali par le score sans appel de 8-0. Des buts inscrits par Serou Dambélé, auteur d'un triplé, Raymond Njikroa Bomba, auteur d'un doublé, Bakary Sempara Daouda Togola et Soumele Fane, auteur d'un but chacun. Au vert à Kabbalah depuis bientôt une semaine, la préparation se passe bien pour la sélection malienne. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Adama Djefla Diallo, le sélectionneur national des Aigles cadets que nous avons joint hier au téléphone. Nous sommes à Kabbalah depuis le mercredi. La préparation, ça va, alhamdoulilah, ça se passe très bien, Dieu merci. Après quelques séances d'entraînement, nous avons fait un match aujourd'hui où on a gagné. En tout cas, tout se passe très bien. Les jeunes, ils se reposent bien. On s'entraîne sur un très bon terrain d'entraînement. Alhamdoulilah, ça va, tout va très bien, Dieu merci. Voilà, Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des Aigles cadets du Mali. Ce tournoi donc est prévu du 20 octobre au 2 novembre prochain au Sénégal. Le Mali est logé dans le groupe B en compagnie de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. On va juste demander Foutiki Tounkara au cadet malien de ne pas marquer tous les buts avant. Bon, de toute façon, il faut en garder quand même pour le tournoi qui est l'essentiel. Mais en football, tant qu'on en a la possibilité, il faut marquer parce que c'est cette efficacité aussi dont on a besoin.
plaise à Dieu, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver lundi prochain, même heure, même station, à 13h passées de 25 minutes à Dramani, région Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Abse Traoré, mise en ligne Badi Touré Sekou Traoré, réalisation Draman Sanogo, Durati et Diakité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé, mais avant cette édition, à 16h, suivez en direct la retransmission de la session d'octobre du Conseil national de transition à partir de 16h en direct sur la radio nationale et sur ORTM1 avec des invités des pays de l'AES, le Niger et le docteur Ousmane Bougouma, président du Conseil législatif de transition du Burkina Faso et la Turquie. Et si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, bonne semaine à toutes et à tous. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.